Bon bah bonjour, on va commencer. Bon bah merci d'être venu à cette IP Event Elasticsearch. Au fait, comment ça marche? Voilà, je me présente, je m'appelle Jérôme Ménaud. Je suis architecte Java chez Hippon Technologies. Donc Hippon, c'est une société de services dans les technos Java qui nous accueille ici aujourd'hui, hein, qui recrute aussi. Donc n'hésitez pas à présenter votre candidature derrière, dites que vous venez de ma part. Voilà. J'ai débuté avec Elasticsearch sur la version 0.18 quand je travaillais chez Spark Archive. Spark Archive, c'est un logiciel de gestion d'archives. Donc en gros, c'est des trucs, on met 80 millions de documents dedans, il faut les retrouver. C'est utilisé par des archivistes, hein, des vrais, et puis des gens qui cherchent aussi du papier, donc, mais ils ont des fiches descriptives qui sont plus longues que des romans pour certains. Voilà, on avait une solution de recherche sur la base de Lucene, mais ça ne suffisait pas, surtout quand on a plusieurs serveurs. Lucene, c'est intégré dedans, donc on va voir un peu, ça posait des problèmes. Et on a cherché des solutions, on a trouvé Elasticsearch qui était pas mal déjà en 0.18. Voilà, puis depuis, je suis arrivé chez Hippon. J'ai fait migrer Tatami, donc Tatami qui est un réseau social d'entreprise qui est utilisé chez Hippon activement, et qui est intéressant, que vous pouvez utiliser aussi vous, si vous voulez. Et il utilisait Lucene aussi pour une fonction de recherche, qui est une fonction un peu marginale dans l'outil, mais qui est quand même intéressante. Et donc on a migré ça vers Elasticsearch, qui permet d'avoir des résultats de recherche un peu meilleurs en fait. Voilà, puis je fais aussi des missions de conseil sur Elasticsearch, pas seulement, hein, aussi du Cassandra, des choses comme ça. Et je suis actif sur la mailing list française, en fait. Voilà, donc, histoire qu'on se connaisse un peu, je voulais savoir qui utilise Elasticsearch au quotidien. Ouais. Qui le connaît est-ce que vous l'avez utilisé, ne serait-ce que pour jouer avec, pour regarder tester, ouais, plusieurs. Qui est-ce qui utilise Lucene, hein? Ouais. D'accord, donc vous utilisez. Et qui a des notions de moteur de recherche en général, je veux dire, voilà, qui connaît un peu le fonctionnement. Bon, donc en fait, la vidéo, on va peut-être pas vu, il y a à peu près 3 mains qui sont levées. Voilà, donc en fait c'est fait un peu pour vous, c'est-à-dire en fait Elasticsearch, on va en parler un peu, mais on va surtout parler de ce qu'il y a dessous, des notions, des concepts. Hein, c'est un peu comme si je vous disais, on va faire du MySQL pour vous parler de SQL et d'une notion de base relationnelle. On va parler un peu de ça. Donc voilà, j'ai mis un plan parce qu'il y en a qui aiment bien avoir des plans au début. Donc on va parler de différentes choses. Donc déjà Elasticsearch et Lucene. Donc on parle de recherche documentaire en fait. Donc le but, c'est de trouver un document dans une collection de documents. Ça paraît bête, mais ça veut dire que on a des contenus qui sont semi-structurés. Semi-structurés, ça veut dire qu'on a du texte. En fait, typiquement, on a des ensembles libellés textes, avec des textes qui peuvent être plus ou moins longs. C'est des données descriptives, typiquement en gestion d'archives, puisque moi je viens de ce milieu-là. On a des descriptions des documents qui peuvent être eux-mêmes des documents électroniques, dont on pourrait avoir le contenu qui serait lui-même ajouté. Donc un document, c'est un Word, machin. Ou ça peut être des descriptions de tas de choses. Voilà, un champ texte dans une description de documentaire, c'est quelque chose qui peut être un document Word de 50 pages. Ça existe, c'est un champ. C'est le champ description. Voilà, donc on va retrouver des choses avec ça. Et on peut avoir des choses un peu plus structurées, on peut avoir des dates, on peut avoir des nombres, on peut avoir des informations, des tags ou des choses comme ça qui vont permettre effectivement d'affiner la recherche en fonction du besoin du métier, de tout ce qu'on veut. Donc on parle de ces choses-là. Il n'y a pas de notion de lien entre les documents par exemple, il n'y a pas de jointure, pour être plus clair. Il n'y a pas toutes ces notions-là. On n'est pas tout à fait non plus dans du NoSQL au sens où on ne va pas chercher le contenu d'un champ, enfin toutes les entrées qui ont un champ dont le contenu est ça, mais on va aussi chercher à l'intérieur du texte. Un exemple de document, alors en Elasticsearch, les documents c'est JSON. Là c'est un truc que j'ai pris chez datagouv.fr. Avant on avait du mal d'avoir des jeux de données comme ça pour faire des tests. Maintenant on commence à avoir des trucs, en plus c'est des vraies données, c'est sympa.
Voilà, c'est un exemple comme ça. Donc on voit, on a des clés, des valeurs, et puis il y a des valeurs qui sont un petit peu plus, qui sont assez précises. Par exemple, j'ai une référence, en fait, c'est l'identifiant pour cet objet-là, où j'ai un pays comme France ou une région Picardie. Donc c'est des choses qui sont déjà un peu structurées, et puis on a des choses beaucoup moins structurées, comme la légende, en fait, qui est vraiment du texte et qu'il va falloir interpréter comme ça. Donc, on va parler de Lucene. Lucene, c'est une bibliothèque. Donc ça, c'est important, c'est une bibliothèque. Elle offre une API Java. Donc déjà, si vous ne faites pas du Java, vous ne pouvez pas utiliser Lucene. Et puis, comme c'est une bibliothèque, ça veut dire que vous allez l'embarquer dans votre applicatif. Et donc, si vous l'embarquez dans votre applicatif, si vous voulez répartir votre applicatif, vous avez autant de moteurs que vous avez de versions de votre serveur. Donc, typiquement, vous voulez faire une ferme de serveurs web parce qu'il y a beaucoup de demandes et vous voulez avoir vous voulez avoir deux serveurs, par exemple, en front. Vous vous retrouvez avec deux versions de Lucene qui vont avoir chacun leurs données, enfin, qui ne vont pas pouvoir marcher ensemble sur les mêmes disques. C'est un système qui est assez performant, qui est géré par la Fondation Apache et puis qui a des fonctionnalités de base qui offre les fonctionnalités de base pour la recherche, en fait, qui sont l'indexation, la recherche, l'analyse. L'analyse, on en parlera vers la fin, c'est un élément important en fait. Tout devient relativement simple avec l'usage et l'analyse, c'est vraiment là qu'est le domaine d'expertise, en tout cas en termes de développeurs ou d'architectes. Pour les ops, il y a d'autres problématiques, mais voilà, et c'est une base qui est assez performante, qui a eu des tas de tests qui ont été faits, il réindexe Wikipédia, il y a des gens qui s'amusent à réindexer tout Wikipédia régulièrement pour voir combien de temps il le fait. Ça fait quand même... Je dis pas de chiffres parce que je ne les ai pas retenus, mais c'est assez impressionnant. Alors Elasticsearch, en fait, il va vous offrir un serveur. Alors on peut l'embarquer aussi quand on a des configurations simples, c'est ce qu'on fait dans Tatami aujourd'hui parce qu'on n'a pas de gros besoins de recherche en volume sur Tatami. Mais c'est un serveur donc, qui va être autonome, un peu comme une base de données, et qui va offrir une API REST. Donc là c'est sympa, une API REST, ça veut dire que vous faites n'importe quel langage, n'importe quel techno et autres, vous allez pouvoir utiliser Elasticsearch. Donc lui-même, comme il embarque Lucene, il est écrit en Java, mais ça n'impacte pas, à la rigueur, si vous êtes utilisateur, vous avez juste besoin d'installer un Java sur un JRE, il n'y a même pas besoin du JDK sur le serveur où il va tourner, sur les serveurs où il va tourner, et puis voilà. Il est édité par la société elasticsearch.com. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce que moi, quand j'ai démarré, il n'y avait pas de société. En fait, il y avait un gars qui faisait ça, et puis ça avait l'air vraiment bien, mais entre-temps, il a fondé sa société, ce qui a permis d'asseoir un peu les choses, hein, parce qu'il n'y a pas la fondation Apache derrière, c'est l'un des gros avantages de Lucene. Il offre les fonctionnalités de base, en fait, grâce à Lucene, mais il offre des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, des facettes, donc ça, c'est des éléments pour la recherche, qui sont pratiques, notamment c'est ce qui vous permet dans les sites de e-commerce, quand vous avez une recherche assez simple, et puis sur la gauche vous avez des ensembles qui vous dit si vous voulez des fourchettes de prix ou qui vous donnent des critères en fait. Et quand les gens le font bien, en fait, en fonction de ce que vous avez déjà cherché et des résultats que vous avez, il va vous proposer que des choses qui sont pertinentes par rapport aux résultats que vous avez. Ça va permettre de naviguer en fait. On ne fait plus des écrans qui ressemblent à des Airbus, des tableaux de bord Airbus en entrée où vous avez des champs partout pour dire tous les champs où vous voulez faire votre recherche. Généralement, on a un champ un peu à la Google. Éventuellement, on a 2-3 champs complémentaires pour certaines informations importantes comme des dates ou des choses comme ça. Et puis ensuite, vous allez naviguer en fait, dans vos données pour raffiner la recherche progressivement et en partie en augmentant en fait, le nombre de critères dans votre champ de recherche, mais aussi et même souvent par ces facettes-là où vous allez naviguer. Il offre la possibilité de faire l'analyse champ par champ, oui, on va en reparler tout à l'heure, mais en fait Lucene, vous mettez un analyseur, et c'est tous les champs pareils. Donc en fait, il gère tous les champs de la même façon. Donc là, vous allez pouvoir le faire. En fait, lui, il va offrir un spécial qui va être capable après de réutiliser d'autres analyseurs pour différencier les champs. Et puis il va aussi offrir un système de stockage des documents. Alors c'est parce que il n'y aura pas que la fin. Enfin, on va pouvoir récupérer les documents en entier, alors que nativement en fait dans Lucene, on peut lui dire de stocker un champ ou de ne pas stocker, mais il ne va pas vous restituer. Enfin, il n'y aura pas une API de stockage de ça.
Et un de ses gros intérêts aussi, alors c'est la gestion des clusters. Il va vous gérer répartition donc pour la montée en charge et puis réplication aussi pour la haute disponibilité et des choses comme ça. Et ça, il va le faire tout seul, c'est un peu magique, c'est presque un peu trop magique des fois. Au moins pour le démarrer, pour faire des POC et des machins, même avec plusieurs nœuds, c'est très facile. Bon, après, il faut retourner en prod, c'est comme tout, il faut un peu regarder, vérifier, voire changer les réglages par défaut. Voilà, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec l'index inversé. En gros, tout est basé là-dessus. Donc si vous avez compris l'index inversé, vous avez presque tout compris. Voilà, l'index inversé, c'est ça. Voilà, on a fini. En gros, c'est quoi? C'est j'ai des mots et puis je vais chercher la page où c'est. C'est typiquement, c'est l'index qu'on a dans nos bouquins. Je ne sais pas si vous... non, il n'est pas là. S'il y en a qui découvrent. La photo est de moi. Hein. Si vous trouvez le bouquin, il y aura peut-être quelque chose à manger tout à l'heure. Voilà. Donc, en fait, c'est ça la logique. Donc, en fait, on va redécouper. Donc, lors de l'indexation, les champs qui ne sont pas structurés, typiquement les champs texte, ils vont être découpés en morceaux. Il va prendre tous les mots, puis il va les mettre, et puis il va dire le mot, tel mot, il est à telle page. C'est à peu près ça. Hein. En fait, on parle d'index inversé, mais en fait, c'est un index. Hein. Je ne sais pas pourquoi le terme inversé est venu. Certains disent que c'est parce qu'il est à l'envers par rapport, oui, mais en fait, un index, par définition, c'est à l'envers. Donc après, je parlerai d'index. Mais voilà, bon, le terme, il est comme ça. Ils appellent une inverted index en anglais. Donc on va reprendre des définitions. Alors j'ai traduit, la traduction est de moi. S'il y a meilleur, je suis pris. En anglais, ils appellent ça le token. Et en fait, moi j'ai traduit ça par morphème parce que c'est le mot français qui ressemblait le plus. Jeton, ça faisait un peu bizarre. En fait, c'est un fragment atomique d'un texte particulier. Alors, c'est un peu vague, mais en gros, par défaut, on va dire c'est un mot, quoi. Alors pourquoi c'est pas vraiment un mot, c'est parce que des fois on va vouloir couper autrement. Mais l'idée c'est que j'ai un morceau et quand je vais faire et c'est un bout de mon texte. Donc atomique, l'idée c'est que c'est un tout, c'est un truc qui sera pris tel quel. On va pas aller regarder dedans. Ce qu'il y a un peu comme dans une base SQL, en fait, en principe dans un champ vous n'avez pas regardé le détail, vous avez le champ dans sa valeur pour un tout. Donc ça peut être un mot, mais ça peut parfois être une phrase, ça peut être un bout d'un mot. Ça peut être des choses comme ça. Voilà, alors des exemples. Donc c'est tiré, ces deux extraits qui sont de la même base de données que tout à l'heure. J'ai deux libellés là, et voilà, il y a le mot dame. Alors, mon morphème, en fait, c'est dame, mais c'est aussi sa position. Et puis il y a un type qui dit que c'est un mot. Il y a quelques autres types en fait, qui existent. Et j'ai un deuxième texte où j'ai une autre même morphème qui s'appelle dame. Donc après, je vais avoir la notion de terme. En fait, on va plus utiliser ce nom-là. En fait, parfois, on confond un peu les deux. Le mot terme, en fait, c'est un fragment de texte, mais qui est associé à un champ. C'est-à-dire, en gros, le mot dame dans le champ libellé, c'est un terme. Et le mot dame dans le champ description, c'est un autre terme. Et typiquement, quand je vais chercher un terme, je vais chercher par rapport à un champ. C'est là où on va revoir de la structure, en fait. Donc il est aussi atomique dans le sens où la valeur, on ne va pas la redécouper ou on va la prendre comme un tout. Ça peut être aussi un mot, une phrase, une partie d'un mot. Et en fait, c'est l'unité de notre recherche. Quand on va rechercher des termes. Donc en fait, la différence, c'est que par rapport aux termes, c'est que là, ils sont plus positionnés. J'ai plus qu'un seul terme dame, puisqu'ils sont tous les deux dans la description. Voilà, donc en fait, le morphème, si vous voulez, c'était un peu l'instanciation du terme dans une phrase particulière. Bon, à la rigueur, si vous confondez les deux au départ, c'est pas grave. Pardon. Voilà, et notre index, il est là. Donc en fait, on a chaque document qui est identifié par un nombre. Et ensuite, l'index, en fait, c'est une table qui fait correspondre en fait la liste des identifiants et le terme. En fait, on a une liste de termes, on a un dictionnaire de termes. Alors, il y a une notion que j'ai pas mise, mais il y a aussi la fréquence d'apparition des termes qui est associée dans le dictionnaire. Et pour chaque terme, on a les postings, c'est-à-dire en fait la liste des documents dans lesquels ils sont. Et cette liste, elle est classée. C'est numérique et classé. Et ça, c'est très important. On va le voir juste après. Pourquoi ? En fait, c'est ça qui fait la puissance. Alors, ça, c'est la vue logique. Après, le dictionnaire, pour retrouver un terme, vous imaginez bien qu'il ne va pas parcourir l'ensemble des termes. Il y a
c'est optimisé pour la recherche, c'est optimisé aussi pour le stockage. Savoir en fait, il a tout un arbre de préfixes en gros, où il fonctionne en différentiel en fait. Donc en fait, c'est stocké de façon assez efficace. Voilà, mais la logique elle est là. Donc on retrouve la photo que j'avais au début, à savoir j'ai un dictionnaire, j'ai des mots, et puis j'ai la liste des pages, j'ai la liste des documents là, puisqu'on peut fait on cherche des documents dans lesquels ils sont. Donc après on va vouloir rechercher. Donc historiquement, le premier type de recherche qu'il y a eu, c'est la recherche booléenne. Mais la recherche booléenne, c'est encore une qu'on utilise sans le savoir, même si ce n'est pas la première qui vient à l'esprit. Donc on va voir un peu comment elle marche. Elle est assez simple. De base, en fait, sur les principes, il y a 3 opérations. Donc c'est et, ou et sauf. Plus, on peut regrouper par des parenthèses pour dire je veux ce terme-là et ce terme-là, entre parenthèses, et puis ou l'autre. Voilà. Donc, bon, j'ai des exemples. J'ai Spafis ou américain, blessé et dame, dame et sauf comité. Et avec la structure, en fait, on va voir que c'est l'avantage de la structure qu'on a dans notre index, c'est que c'est assez efficace. Supposons que je fasse un ou. Donc je retrouve mon dictionnaire, j'ai mes termes à gauche, j'ai mes postings à droite, donc j'ai isolé que les 2 termes qui sont recherchés. Hein. Il va aller chercher les 2 listes de postings. Et comme c'est classé dans l'ordre, il va aller parcourir les 2 dans le sens, et puis il va prendre tout ce qu'il y a et il va les remettre dans le même ordre. Et hop, on a la liste, c'est fait. Donc en fait, on a fait une union d'ensemble de façon linéaire sur le nombre d'éléments qui sont dans les ensembles. L'intersection, le et, en fait, c'est tout aussi rapide. En fait, il va faire pareil, sauf que cette fois, il va prendre que ceux qui matchent. Et le sauf, en fait, le deuxième va servir un peu de filtre. Donc en fait, quand il match, ça empêche le... Enfin, il ne va pas prendre celui qui sont dans le deuxième, c'est tout. Mais il va parcourir de la même façon. Donc c'est la même, faire un et, un ou, un sauf, c'est le même temps en fait. Voilà. Donc ça, on est sur une recherche booléenne. C'est très simple. Ça marche depuis longtemps. Ceux qui connaissaient AltaVista, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu AltaVista. C'était ça. Quand vous mettez des plus et des moins dans Google, c'est à peu près ça. On revient à peu près à ça. Bon, c'est un peu plus subtil Google. Mais voilà, c'était ces trucs. L'avantage, c'est que c'est très rapide. On peut cacher le résultat. Puisque le résultat, c'est la même chose que... Donc on peut le garder en mémoire s'il est redemandé peu de temps après, ce qui peut être le cas. Même sur un résultat partiel, ça peut être intéressant, parce qu'on garde le résultat partiel, et puis la fois d'après, il y aura peut-être un terme qui va changer, mais on aura déjà un résultat qui va être... Donc ça, c'est fait en fait. Dans Elasticsearch, c'est fait puisque c'est quand on utilise des filtres, les post-filters en fait, alors il n'y a pas que et ou et sauf, mais grosso modo c'est le même principe. Ce sont des recherches booléennes, il n'y a pas de scoring, il n'y a pas de choses comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il arrive à les cacher, c'est pour ça que les filtres sont censés être performants, et ils sont performants, c'est parce que c'est des recherches assez simples, et parce qu'en plus il peut les cacher. Voilà. Par contre c'est une recherche experte. C'est-à-dire que si vous faites un et, c'est très précis. C'est-à-dire que vous avez les documents où il y a les 2 mots, et puis pas les autres. Alors si vous avez 3 critères, ça commence à limiter. Et puis vous avez le ou, mais alors le ou c'est très large, parce que vous avez tout. Il suffit qu'il y ait un mot, le mot apparaisse une fois, et puis vous avez le document, et parfois il n'est pas pertinent, et machin. Et voilà, donc ça c'était le problème d'AltaVista, où il fallait être expert de machin. Donc ça nécessite en fait de bien connaître le document cherché, mais en fait plus que le document cherché, c'est même aussi votre corpus généralement. Donc c'est pour ça qu'on parle de recherche experte, parce que les experts parfois ils vont bien aimer ça. Parce qu'eux ils connaissent leurs documents, ils savent ce qu'ils cherchent, et ils seront contents de pouvoir chercher exactement. C'est-à-dire quand ils mettent 2 mots, eux s'ils ont un résultat où ils ont 3 documents où il y a les 2 mots, puis après en dessous il y a des documents où il n'y a qu'un seul des mots, ils sont là. Ouais mais je comprends pas, j'avais mis les 2, et pourtant ceux-là ils sont là. Oui ils sont en dessous. Ils sont moins visibles, c'est pas grave, vous les avez les bons. Hein, ça les perturbe, ça peut arriver. J'ai déjà eu la demande, alors, il a fallu expliquer, et une fois qu'on leur a expliqué, ils avaient mieux compris, donc ils ont accepté. Puis après... mais voilà, donc c'est pour ça qu'on la garde encore, et que les filtres, en fait, typiquement, une recherche experte en et, c'est tout ce qui est sécurité. Hein. Vous voulez filtrer vos recherches et que
Dans vos documents, vous avez une information qui dit par exemple quel service ça correspond ou quel est le profil de l'utilisateur qui peut accéder à ces données. Vous mettez un filtre, vous n'amusez pas à mettre du scoring sur les droits, pour peut-être il a le droit, peut-être il a le droit à 0,5 points ou pas. Non, non, c'est tout ou rien, quoi. C'est pas ce bande. Voilà. Mais bon, la recherche experte, ça ne suffit pas toujours, parce que les gens ne connaissent pas toujours bien leur corpus, parce qu'on a besoin aussi d'avoir plus. Et donc, sont mis en œuvre en fait, les systèmes de recherche probabiliste. Donc le but, en fait, c'est de trouver les documents les plus pertinents. Voilà. Oui, j'ai pas précisé, j'ai oublié tout à l'heure. En fait, il y a aussi, dans Elasticsearch, vous pouvez demander un classement. Si vous mettez un classement, il fait plus de scoring. Parce que le score, ça sert que à classer. Donc, si vous mettez un classement, vous retombez dans une forme... en fait, vous retombez sur un OU. Puisque tout ce qui est éligible remonte. Voilà, donc le but, c'est de trouver les documents les plus pertinents. Donc la recherche, en fait, elle va calculer un score de pertinence. Donc le but, voilà, c'est trouver les documents qui correspondent, et puis on va mettre d'abord ceux qui sont... Et on va retourner tous les documents qui ont un score non nul dans l'ordre décroissant. Donc le but, c'est... Voilà. Alors ceux qui sont pas pertinents du tout, on les coupe. Et puis on met les autres, et puis on les classe, et puis on espère que, typiquement, si je fais une recherche avec 2 termes, je vais d'abord mettre en avant ceux qui ont les 2 termes, et puis après je vais mettre ceux qui en ont un, et puis après ceux qui en ont. Voilà. Bon, pour la recherche, après, il y a une présélection qui est faite pour des histoires d'optimisation. Lucene, en fait, il s'est tout de suite trouvé... Enfin, il s'est déjà éliminé tous les documents, parce que le score, ça coûte. Hein. On va voir ça un peu après. Et ça a un coût, donc il élimine. Donc, par exemple, les documents qui correspondent à aucun des termes, on ne va pas calculer le score. Ça ne sert à rien. Voilà, donc le calcul de score. En fait, Lucene, il a un plugin pour ça. Enfin, il a un système de plugin. C'est assez récent. En fait, c'est en cours de déploiement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une implet qui est fournie. Toutes les autres sont marquées expérimentales, n'utilisez pas. Et l'implémentation qui existe, c'est celle qui était historique. Mais maintenant, en fait, on a moyen de brancher son système de scoring. Donc vous pourrez écrire votre plugin Lucene pour brancher le score, pour faire le score que vous voulez. Voilà. Bon, aujourd'hui, il utilise une qui s'appelle TF-IDF, Similarity, qui en fait utilise un Vector Space Model, qui est un terme barbare, on va voir un peu après pourquoi, à quoi ça correspond. Et les autres implémentations sont expérimentales. La vôtre l'est encore aussi un peu. Donc le VSM, le score donc, tel qu'il est calculé aujourd'hui. Donc là, on est au cœur de Lucene. Hein. C'est Elasticsearch, lui s'appuie dessus. Il connaît ces notions-là, mais il utilise. Donc les requêtes, en fait, sont des documents. Ça, c'est l'idée. Le principe de base, il est là. On va dire que les requêtes, c'est des documents un peu spéciaux, hein, parce qu'on dit... mais en gros, vous mettez des termes. Et en fait, on va dire que les documents, c'est des éléments d'un espace vectoriel. Oups. Donc cet espace, en fait, il a pour dimension les termes. Et les valeurs qu'on va donner pour chaque dimension, ça correspond au poids du terme dans le document. C'est pas précis comme formulation, c'est exprès. Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de le faire. Donc là, sur le principe, il y a un poids. La façon naïve de le faire, c'est de dire si mon terme il est présent une fois, il vaut 1. S'il est présent 2 fois, il vaut 2. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Et le score, on va dire, ouais, la distance euclidienne, c'est pas terrible. Tiens, le cosinus de l'angle entre mes deux vecteurs, c'est un nombre. Et puis, si les deux sont identiques, ça fait 1. Et puis sinon, c'est un nombre inférieur à 1. C'est pas mal hein, comme score. Et voilà, c'est ça en fait. Donc là, c'est l'heure de prendre de l'aspirine. Voilà, c'est ça le score. R, c'est ma requête. D, c'est mon document. C'est des vecteurs. Hein, j'ai pas mis de flèche parce que ça sert à... Enfin bon, on s'en fiche. Donc en fait, on a le produit scalaire en haut, puis on a le produit classique de leur norme. Enfin, en gros, c'est le cosinus, ça se calcule comme ça. Donc c'est facile. Enfin, pour une machine, c'est facile une fois qu'on lui a écrit ça correctement.
Bon, alors le problème, c'est que ça, c'est bien, mais en fait, ça a plein de biais. Donc en fait, ils ont rajouté quelques termes correcteurs et ça fait ça, en fait, le vrai truc. Ça, c'est dans la doc Lucene, je ne l'ai pas inventé. Hein. Alors, on va y aller doucement. Donc ça, c'est le suite principe. Hein. Donc en fait, on a déjà le chord, là, R et D, c'est un coefficient qui va favoriser les documents qui contiennent le plus de termes cherchés. En gros, l'idée, c'est que si dans ma requête, j'ai 5 termes, bah, un document qui répond à 4 termes, il vaut plus qu'un qui répond à 2. Voilà, donc ça, ce coefficient-là, il est fait pour ça. Donc, ensuite, j'ai un ResBoost, c'est-à-dire que lors de la recherche, on peut dire ouais, mais moi, mon champ machin, enfin, ce terme-là, je le veux plus. Pour moi, le document est plus important si celui-là, il y est, que si c'est un autre. Donc, en fait, on va pouvoir booster les termes. Après, on va avoir de la normalisation par rapport à la taille du document. En gros, l'idée, c'est que en fait, tel que c'est fait aujourd'hui, ça ramène les documents longs à la même chose que si les documents courts. Et on va essayer de donner un peu plus d'importance à un document un peu plus long, parce que typiquement, si un mot apparaît moins dans un document plus long, c'est pas pour autant qu'il est moins pertinent, que le document est moins pertinent. Donc c'est un terme en plus. Et ensuite, on a un doc boost, donc par rapport au ResBoost, c'est en fait, cette fois, c'est au moment de l'indexation qu'on va accorder plus d'importance à certains termes. Donc typiquement, si vous avez un document assez structuré, vous avez deux champs, par exemple, vous avez le champ description et vous avez un champ titre. Vous pouvez dire, moi, si le mot terme est dans le titre de ce document-là, il sera 2 fois plus important que s'il est dans la description. Parce que mon titre, ils sont mieux travaillés. Et voilà, mes titres sont mieux travaillés, donc c'est plus important. C'est un choix qu'on fait, à l'indexation, donc ça fait un terme. C'est pour ça qu'il y a un ResBoost, c'est au moment de la requête, je dis. Donc vous pouvez dire à chaque requête, ah, mon titre est plus important, ou vous pouvez dire, une fois pour toute l'indexation, mon titre est plus important. Puis on a notre cosinus au milieu. Bon, bien sûr, ce qui est important, hein, c'est les bulles. La formule. Voilà. Et donc ça, c'était le principe. Et maintenant, l'implémentation, c'est ce qu'on parle de TF-IDF. En gros, ce qui est important, c'est ces deux termes-là, qu'on va retrouver mis en place après. Donc en fait, c'est un peu comment ils mettent les valeurs dans des vecteurs, en gros, les valeurs de chaque dimension. Donc en fait, on a un TF qui est, en gros, c'est la fréquence du terme dans le document. Donc c'est le nombre d'occurrences du terme. Bon, on prend la racine carrée juste histoire de, parce que sinon on ne peut pas trop favoriser les répétitions. Mais c'est juste, le principe c'est TF est plus grand quand la fréquence du terme augmente. Et IDF c'est l'inverse document frequency. Donc là c'est corrélé en fait à l'inverse de la fréquence du terme dans l'ensemble des documents. Donc en gros, plus un terme est rare et plus il va être important, naturellement. Si vous utilisez peu, si vous cherchez bateau, non, je vais reprendre un truc plus. Si vous avez un corpus de documents, de bouquins qui parlent d'informatique, si vous cherchez le mot Java, il sera moins important que si vous cherchez inverse document de frequency. Parce que Java, c'est un mot qui va être un peu valise, que vous allez retrouver dans la moitié de vos documents. Alors que l'autre mot qui est plus rare, eh ben, il va donner plus de valeur, naturellement, en fait, grâce à ces méthodes-là de calcul. Donc on privilégie les termes rares. Bon, la formule en bas, elle est anecdotique. Hein. En gros, c'est le rapport, et puis il y a un log, histoire, c'est pareil. Hein, le log, c'est comme la racine carrée, c'est histoire de pas donner trop de poids aux extrêmes. Voilà, et ensuite, il y a les différents éléments de calcul, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on retrouve notre coordonnée, facteur de base, on a un facteur de normalisation qui sert en fait à pouvoir comparer les requêtes entre elles. Parce que je fais une première requête, machin, pour que les scores ne soient pas trop variables, ça rassure les gens en général,
que quand je rajoute un terme dans ma requête, mes scores ils explosent pas. Enfin, voilà, puis il y a les boosts et il y a de la normalisation qui est calculée à l'indexation. Et donc en fait ça revient à peu près à ça, on revoit la formule, simplement le cosinus cette fois il a été traduit par le TF-IDF. Et en fait je dirais s'il n'y a qu'une chose à retenir de ça, c'est ce TF-IDF, c'est en gros votre terme il est d'autant plus important qu'il est présent dans le document et d'autant moins important qu'il est présent dans les autres documents. Voilà. Ça va ? Après, vous êtes capable de faire votre score à vous. En général, c'est plus simple dans ces cas-là. Enfin, alors, il y a plusieurs façons de personnaliser le score. Donc, il y avait le boost qu'on a déjà vu en fait dans la query. Il y a et puis il y a la façon de vraiment écrire son score soi-même. Donc ça, c'est Elasticsearch qui le permet, qui offre ces possibilités-là. Le boost, c'est aussi dans Lucene, mais Elasticsearch vous permet d'écrire. Alors, il y en a une, c'est la constant score query. Ça dit, bon, bah, j'ai une requête, et puis le résultat de cette requête-là, le score, il est constant, c'est ça. Et ça sert. Bon, ça paraît bête comme ça. À quoi ça sert En fait, ça sert en sous-requête. Si vous avez un truc compliqué, vous dites-moi ce qui va venir de ça, je lui donne ce score-là, et puis je vais avoir d'autres critères à côté. Là, ça peut avoir un intérêt. Personnellement, je n'ai jamais utilisé ça là. Et vous avez la function score query qui vous permet en fait de donner une formule à vous que vous pouvez écrire avec le script qui est il y a un langage de script qui est intégré et que vous pouvez calculer votre score. Function score query a des trucs assez intéressants aussi. C'est si vous faites de la géolocalisation, ce que permet Elasticsearch, vous avez possibilité de calculer votre score en fonction de l'éloignement. Alors en fait, l'éloignement c'est assez général, c'est de la géo, mais c'est aussi sur les dates. Donc vous pouvez dire, je veux les trucs qui sont autour de telle date, avec telle forme de dégradé et autres. Puis vous pouvez choisir la façon dont ça descend, tout ça. Et vous pouvez le faire sur un nombre, sur une date, donc sur un prix par exemple. Je veux que ce soit 100, mais en fait, je veux acheter un truc qui coûte 100 €. Généralement, on vous fait des fourchettes, dans les sites, on vous fait des fourchettes qui sont tranchées. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les choisir, d'ailleurs, c'est souvent vous voulez juste pile entre les deux. Donc vous êtes embêté. Là, en fait, vous pouvez dire, je veux tel prix, et en fait, plus ça va s'éloigner, et moins ça sera scoré, mais en même temps, ça sera quand même là. Ah, ça, c'est des fonctionnalités supplémentaires qu'ils offrent. C'est assez sympa. Bon, par contre, en termes de perf, je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, pour certains besoins, ça peut être intéressant. Donc, on peut sortir du score qu'on a vu. Le score précédent, il est vraiment adapté pour de la recherche dans du texte. Là, on est plus sur de la recherche numérique, date, géo, quoi. Voilà, on va parler de l'indexation. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des... Oui, avant, est-ce qu'il y a des questions? J'ai perdu tout le monde, non? Ils sont tous à tweeter. Alors, l'indexation. Bon, qu'est-ce qui se passe quand on indexe un document? Alors là, je parle de ce qui se passe dans Elasticsearch au départ. Déjà, il prend le document, il va le router vers le shard qui correspond, puisque j'ai dit qu'il gérait le sharding. Donc pour ça, il fait quoi? Il a une clé de hachage, enfin c'est du consistent hashing, hein, quelque chose d'assez classique. Par défaut, il prend l'ID. Si vous n'avez pas donné, si vous voulez, vous pouvez choisir le champ sur lequel il va faire son sharding, ça peut servir dans certains cas. Voilà. Une fois que c'est arrivé sur le bon shard, il va l'enregistrer déjà dans un transaction log. Donc en fait, le but c'est de garantir la durabilité. Parce que vous avez vu, l'index au début, c'est une structure qui est quand même assez complexe. Et puis en plus, elle est hyper optimisée et pour le parcours et pour la taille. Parce qu'en fait, en plus, comme on a beaucoup à lire, plus c'est petit, plus ça se lit vite. Donc, ça ne se modifie pas. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'un index, en fait, il y a un segment et Lucene, en fait, il gère plusieurs segments. Et à chaque fois que vous écrivez un nouveau truc, il crée un nouveau segment. En fait, il va pas. Alors pour économiser ça, il va d'abord le faire en mémoire, il va le garder en mémoire pendant assez longtemps. Et en fait, c'est que très tardivement qu'on est sûr que c'est sur le disque. Donc en fait, Elasticsearch, ils vont rajouter leur transaction de log à eux. Donc ils vont écrire l'enregistrement sur disque immédiatement. Et après, comme ça, c'est tracé si le transaction de log n'est pas perdu. Ce qui est quand même rare, perdre un fichier sur le disque, c'est un peu plus rare que plein d'autres choses. Ça vous protège en fait. Voilà, c'est bien. C'est une des raisons pour lesquelles utiliser Elasticsearch même en embarqué par rapport à du Lucene, c'est plus fiable.
Après, il va attendre un petit peu pour regrouper les écritures. Donc par défaut, il attend une seconde. En gros, c'est-à-dire qu'il va écrire immédiatement dans le transaction log et donc dans sa mémoire, il va avoir le document. Si vous demandez avec un get le document, vous allez le récupérer. Par contre, si vous faites une recherche, vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez qu'une fois qu'il a été, ce qu'on dit, une fois que le refresh est passé. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu une vraie écriture d'un segment dans Elasticsearch, et là, dans Lucene, et pour ça, Elasticsearch va regrouper un certain nombre d'écritures pour éviter le coût de construction d'un segment avec un document, puis un autre et un autre, puis après il y a un merge, parce qu'au bout d'un moment, Lucene, en fait, il merge les segments pour pas que ce soit trop gros. Voilà, donc vous pouvez forcer ce rafraîchissement, soit en appelant la commande refresh, soit en mettant l'option quand vous écrivez, vous pouvez dire option refresh. Ça vous permet de le forcer, ça a des coûts, en termes de performance c'est catastrophique, donc le faites pas en permanence, faites-le quand vous en avez absolument besoin. Puis moi je sais que sur Spark Archive, pour citer l'exemple, on a dû le faire sur certaines écritures, parce que les gars ils avaient une liste, ils cliquaient sur un bouton, ça enregistrait le machin, ça changeait l'état du truc, ils revenaient sur la liste a été triée pareil, c'était tous ceux qui sont dans tel état. Forcément le document il était encore là. Ah, donc on était obligé, on ne pouvait pas attendre une seconde. Voilà, mais faut éviter, parce que ça a des coûts. Hein, il fabrique l'index, il construit, il n'écrit pas sur le disque, mais presque. Et il invalide des caches. Donc voilà. Ensuite, vous avez l'indexation dans Lucene proprement dit, enfin qui est faite avec la création d'un nouveau segment, donc d'un nouveau index, machin et tout ça, éventuellement des merges entre des segments. Et plus tard, en fait, il y aura l'écriture sur disque. Encore après, c'est une notion de commit Lucene, qui est une application encore plus lourde. Je ne sais pas exactement tout ce que ça fait, mais enfin, voilà, ça fait plein de choses. Et c'est fait plus tard de façon asynchrone. Et, voilà. Et le transaction log du début, il sera vidé de ce qui a été flushé, commité. Et je crois que les commits, enfin, je sais plus, ça se compte en plusieurs secondes. Et je ne sais plus combien, enfin, faut pas. Donc ça, c'était un peu la dynamique de ce qui se passe quand je fais... Maintenant, un petit piège qui est assez classique, c'est qu'il y a... Dans Elasticsearch, on a des documents JSON. Dans Lucene, on a des documents, mais les documents, c'est en fait des ensembles de champs. Un champ, c'est un nom, une valeur. Ça peut être multivalué, c'est-à-dire en fait, on peut avoir deux fois... on peut avoir dans un même document deux champs qui ont le même nom. On est en documentaire. En documentaire, tout est multivaluable. Donc dans le document JSON, vous pouvez avoir un libellé et puis une liste de valeurs. Comme, voilà. Le document, c'est n'importe quel document JSON est valable pour Elasticsearch. N'importe quel document JSON, c'est-à-dire celui qui est à votre gauche, où j'ai un champ titre et puis j'ai un champ auteur et c'est une liste de sous-documents. Donc, puisque les auteurs, j'ai un prénom et un nom. Et bien pour Elasticsearch, pour Elasticsearch, il va garder votre document original, mais par contre, pour la recherche au niveau de Lucene, c'est-à-dire tel qu'il sera compris, c'est exactement la même chose que le document de droite. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le biais, c'est que si vous recherchez quelqu'un, si vous faites une recherche en disant « je veux que l'auteur ait comme prénom Jean et qu'il ait comme nom prochain », il va trouver le document, alors que vraisemblablement vous vous attendriez à ce qu'il ne soit pas trouvé. Ça c'est un truc qu'on retrouve sur la mailing list, on l'a tous les 6 mois, on a quelqu'un qui dit « Ah, j'ai mis des dates et puis je cherche entre deux dates et puis forcément il me trouve tout parce qu'en fait il y a toujours un qui a une date qui a très longtemps et un qui a un événement qui est beaucoup plus tard et en fait il y a un qui est entre les deux. Donc voilà. Donc dans ces cas-là, en fait, si vous n'avez pas de contraintes, c'est-à-dire si c'est pas grave de trouver Jean Prochain, qui remonte avec Jean Prochain, c'est pas grave. Mais si c'est embêtant pour vous, il faut utiliser un nested object. Donc c'est quand vous faites votre mapping dans Elasticsearch, quand vous définissez un champ, vous pouvez dire qu'il est object, ou vous pouvez dire qu'il est nested. En fait. Si vous dites qu'il est object, on aura ce comportement-là, c'est le comportement par défaut. S'il est nested, il va se comporter un peu différemment. L'inconvénient, c'est que, il va créer un sous-index en fait en caché. Et 2, quand vous allez requêter, il faudra lui dire attention, je recherche dans un nested.
Et je dirais à la rigueur, c'est le plus embêtant, c'est pas tellement qui crée l'index qu'en caché, bon, qui aura peut-être, en performance, je sais pas ce que ça va donner, mais il gère bien, ça se voit pas trop. Mais par contre, quand vous allez requêter, vous allez devoir le rendre explicite. C'est ça qui est un petit peu moins sympa. Voilà, donc si vous n'avez pas de problème avec le défaut, il faut juste le savoir en fait. Voilà, et après, en fait, pour l'indexation, un des éléments les plus importants, c'est l'analyse. L'analyse, en fait, c'est quoi? C'est typiquement, j'ai un texte et puis je fais des morphèmes. Un morphème, on peut dire terme, hein, mais enfin, le terme exact, c'est des morphèmes, puisque c'est un terme, mais qui est localisé. Et je vais en avoir plusieurs, éventuellement pareils. Et en fait, on va faire ça, et Lucene, en fait, c'est son analyseur qui va faire ça, et il va utiliser cette liste de morphèmes pour construire son index, en fait, pour définir les termes, et puis voir combien de fois ils y sont. Et puis éventuellement, il va si vous lui mettez les options, il va garder les informations sur les positions, les fameux termes vecteurs, les choses comme ça. Ça peut servir pour certains types de requêtes. Si vous avez beaucoup de requêtes du genre, je cherche ce mot-là, suivi de celui-là, suivi de celui-là, à ce moment-là, il faudra peut-être mettre un peu plus d'informations pour gagner en perf. Voilà. Ça se passe. Alors, au niveau Elasticsearch, en fait, vous avez un analyseur par document, un seul, en fait. Enfin, vous pouvez vous donner, et en fait, vous le donnez à chaque requête. Donc, vous pouvez changer. Vous pouvez faire des trucs complètement incohérents. Après, les résultats, ils seront totalement incohérents, mais vous avez le droit de le faire. Et dans Elasticsearch, vous avez en fait 2 analyseurs pour chaque champ. C'est défini au niveau du mapping. Et vous en définissez un pour l'indexation et un pour les requêtes. Quand vous ne précisez pas, en fait, il considère que c'est pour les deux. C'est plus sympa. Donc c'est pour ça que vous avez, quand vous décrivez votre champ dans le mapping, vous pouvez dire analyzer, donc ça c'est pour les deux. Vous pouvez dire index analyzer et c'est query analyzer, je crois. Ouais. Voilà, donc il y en a 2. En fait, il y a aussi, mais je n'en parle pas plus que ça, il y a aussi la possibilité de définir son analyseur au moment de la recherche ou au moment de l'indexation. Ça peut servir dans des cas très compliqués, du genre vous voulez faire du multilinguisme. Et en gros, vous allez lui dire, tu choisis en fonction du champ qui est là, tu vas choisir ta analyseur. En gros, si vous dites, moi mon document il est en français par exemple, et puis en fait il va choisir l'analyseur français parce que vous avez mis ce champ là. On pouvait faire ça. C'est de la recherche avancée. Bon, le fonctionnement, bon le titre est bizarre. Donc le fonctionnement en fait de l'analyseur, en fait il se décompose en 3 éléments, c'est une chaîne. C'est une chaîne de traitement. Et vous avez 3 types d'éléments. Alors il y a le char filter au début qui est assez rarement utilisé, qui est facultatif. En fait en général on n'entend pas trop parler. Il est quand même intéressant de connaître son existence. Ça sert à faire des pré-traitements sur le texte. Typiquement, depuis longtemps, il y a une implay qui s'appelle HTML strip qui permet de virer les balises HTML. Donc vous avez un HTML à indexer. Il n'y a pas besoin de faire vous-même le pré-traitement, c'est ça qu'il va le faire, il va retirer les balises. Alors il va faire un truc bête, hein, il va retirer les balises. Mais comme ce que vous voulez indexer, généralement c'est le texte, c'est plus simple après derrière. J'ai vu qu'il y en a 2 autres qui sont apparus, je ne sais plus trop ce qu'ils font. Enfin, voilà, ça peut servir, vous pouvez toujours créer les vôtres, mais c'est vrai que c'est plus facile d'utiliser ceux qui sont natifs. Ensuite, vous avez un élément clé qui est le tokenizer. Donc lui, il est unique, il est obligatoire, parce que si vous n'en avez pas, vous n'avez pas d'analyseur en fait. Et lui, son rôle, ça va être de prendre le texte, et puis de couper en morceaux. Donc il va sortir une première série de morphèmes. Et ensuite, vous allez avoir une série de token filters qui vont récupérer ce flux-là et qui vont faire du traitement dessus. Et c'est l'ensemble en fait qui va permettre de faire l'analyse. L'avantage en fait, c'est qu'on a pu découper notre chaîne en éléments composables. Et en fait, l'art, parce qu'il y a beaucoup de composants qui sont déjà fournis, vous pouvez toujours en écrire et les installer comme un plugin dans Elasticsearch, c'est possible. Mais en fait, vous avez déjà beaucoup de choses qui sont fournies par défaut. Et ça va vous permettre déjà, rien qu'avec la composition, on s'en sort la plupart des cas. Moi, je n'ai jamais eu pour l'instant à en faire un spécifique. Au niveau développement, en fait, c'est là qu'est l'art du développeur du produit. Et c'est vraiment un travail itératif. Donc typiquement, si vous travaillez en agile, ça sera bien adapté. Parce que, en gros, les analyseurs en fait, vont jouer sur la qualité de recherche. Et
ils jouent sur la qualité de votre recherche, et la qualité, en fait, ça va vraiment dépendre du contexte dans lequel vous êtes, du métier que vous faites, de ce que vous voulez. Donc en fait, on pourra jamais, vous pouvez pas poser sur la mailing list la question de ouais, moi je veux ça. On pourra vous donner des pistes, mais ça sera toujours en fonction de votre besoin, de vraiment de ce que vous voulez. Parfois, vous allez vouloir avoir un curseur très serré où, au contraire, ça ramène vraiment que certains trucs, ou d'autres où vous allez avoir du flou, faire de la recherche floue ou pas. Enfin voilà, ça va dépendre vraiment de votre métier, contexte. Alors, bon, quelques tokenizers. Le standard, en fait, c'est une découpe naturelle. Je ne suis pas plus précis, mais en gros, ça marche. Donc, c'est celui qu'on utilise de base pour tout ce qui est langue naturelle. Le white space qui découpe sur les espaces. Donc, espace, ça veut dire si vous avez une virgule, elle fait partie du mot d'avant. Le standard, il gère les ponctuations. Il est assez sophistiqué, hein, le standard. Je suis allé voir. Bon. Il y a le letters, en fait, il va être découpé sur tout ce qui n'est pas des lettres. Donc en gros, vous avez récupéré des mots qui sont les lettres consécutives. Et puis vous avez le keyword qui ne coupe pas. Celui-là, il est intéressant. En fait, ça paraît bête, mais il est intéressant. Vous avez des découpes sur les patterns. Donc ça, c'est typiquement si vous avez des champs avec un motif qui sépare des trucs, vous allez pouvoir faire ça. Et puis vous en avez des un peu spéciaux. Bon, il y a l'email là, qui est en fait comme le standard, mais en plus il va savoir ce que c'est qu'un email, il va savoir ce que c'est qu'une URL, il va essayer de les garder comme un mot. Donc ça peut être ce que vous voulez, mais ça peut ne pas être ce que vous voulez, parce que ça veut dire que pour trouver le truc qui a telle URL, il faut taper l'URL exact. Et puis les edge ngram et ngram, en fait, ça sert à faire des recherches en contient par et en contient et en commence par. Le edge ngram on commence par et ngram, en fait, il va découper le mot en tranches de lettres glissantes. Donc en gros, si j'ai ban, c'est un peu court, mais il va prendre d'abord les 3 premières lettres, après il va prendre la deuxième, à partir de la deuxième les 3, et ainsi de suite. Il va faire en décalé. Et ça va vous permettre d'avoir, après quand vous recherchez, si vous recherchez un morceau, il va le trouver. Mais on va utiliser directement l'index, parce que si on commence à faire une recherche avec des regex et en commençant par une étoile, ça veut dire qu'il va se taper tout le dictionnaire pour retrouver les termes. Et alors contrairement à vous, qui si on vous dit, bon tiens voilà un dictionnaire, cherche-moi tous ceux qui se terminent par E, vous allez poser le dictionnaire, on va dire ouais je ne vais pas le faire. Lui il va le faire, puis il va vous répondre plus tard. Bon, des exemples de token filter. Lowercase, c'est pour passer en minuscule. Il y a aussi uppercase, mais il est un peu, j'utilise plutôt lowercase. Ça permet d'être insensible à la casse. Il y a le ngram, hgram, on le retrouve en filtre. En général, moi c'est là que j'utilise. Parce que si vous le mettez en tokenizer, je me demande s'il ne découpe pas tout de façon bizarre. Enfin bon, en gros, moi généralement j'utilise là, parce qu'on sait déjà ce qu'on va découper. On a le shingle qui fait exactement l'inverse, c'est-à-dire en gros, on a des mots, on va vouloir chercher des bouts de phrases, donc en fait on va regrouper des mots qui avaient été découpés, on va les regrouper par morceaux et on va mettre des groupes de 3 mots par exemple. Ça a un certain usage. Et puis il y a les steamers snowball, en fait le but c'est de faire de la lématisation, c'est-à-dire d'extraire le mot racine. Donc ça c'est pour être insensible à tout ce qui est flexion dans nos langues indo-européennes. Donc typiquement le genre, le nombre, la conjugaison, ça va revenir à la racine. Alors le truc c'est que suivant celui qu'on choisit et la force qu'on lui donne, ça peut aller très fort. Le snowball typiquement, vous avez le mot racine, donc vous allez trouver toutes les variantes du verbe, du nom, parfois de l'adjectif, enfin, ça va trouver très très large. Donc depuis ils en ont mis d'autres, les steamers qui sont un peu plus légers, et il y a le light steamer qui est vraiment très léger, qui permet d'avoir à peu près insensibilité au genre et en nombre et à peine plus, quoi. Ce qui évite d'avoir trop de bruit, parce que le problème c'est qu'après on trouve plein de trucs, mais bon. Et puis après il y a les synonymes qui permettent de normaliser le vocabulaire. Donc typiquement vous allez pouvoir donner une liste de synonymes, dire ce mot-là, quand tu vois ce mot-là en fait tu vas utiliser celui-là. Donc ça va être utilisé à la recherche et à l'indexation. Et l'avantage c'est que en fait des termes qui ont le même sens, vous allez pouvoir les retrouver. Il y a un inconvénient avec celui-là, c'est comme le dictionnaire des synonymes, il doit être connu à l'indexation. Si vous changez votre dictionnaire, vous réindexez tout. C'est pour ça,
C'est voilà, beaucoup de gens utilisent Elasticsearch par exemple comme base de données sans primaire, sans source de données unique. Il y a des gens qui font ça. Ça veut dire que vous pouvez plus changer vos analyses parce que dès que vous voulez toucher un analyseur d'indexation, vous êtes obligé de tout réindexer. Donc, il faut ressortir toutes les données. Alors, il y a des outils pour sortir les données Elasticsearch, mais c'est pas forcément conseillé en fait. Enfin, moi, je le conseille pas personnellement. Au pire, vous avez tous vos trucs dans des fichiers lisibles juste au cas où, stockés quelque part, si vous n'avez pas besoin d'y accéder autrement. Mais sauf si vous avez des volumes qui le justifient, essayez de garder une source originale. Bon allez, on va regarder le French Analyzer. Donc, parce que, oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'Elasticsearch, enfin, et en fait Lucene aussi, fournissent des analyseurs tout faits. Typiquement le French Analyzer, il y a le English Analyzer et tout ça, il y en a plusieurs. C'est ceux qu'on utilise quand on a des langues. Donc celui-là, on l'utilise assez souvent, en tout cas en France. Donc sa logique, elle est là. Donc ça commence par un standard tokenizer. Donc ça découpe naturellement. Ensuite, on a un standard filter. Alors celui-là, il est là. En fait, il fait pas grand-chose. Avant, visiblement, ils faisaient plus de choses parce que ils avaient besoin de faire en 2 étapes. Mais donc il est là plus pour des historiques. Et puis il sert dans les versions de Lucene antérieures à la 3.1. Sachant que sur une version actuelle, en fait, même dans Elasticsearch, vous prenez la dernière version, vous pouvez lui dire, moi je veux que tu te comportes comme se comportait Lucene en version 3.1. On est en 4.8. Et si vous lui mettez ça comme paramètre, il va se comporter de la même façon. Et si vous allez voir le code de Lucene, en fait, c'est partout où ils disent, dans les appels de méthode, ils disent de quelle version de référence et le comportement s'adapte en fonction de la version. C'est pour ça qu'on se traîne des trucs qui apparemment servent à rien et en fait ils sont activés de temps en temps. Les elisions filters, ça sert à supprimer toutes les elisions, typiquement dans l'avion, les L apostrophes, les S apostrophes, les machins, donc le L il va sauter. Et l'apostrophe aussi, donc ça permet de retrouver le terme avion parce que le standard tokenizer, qui est un peu standard, donc qui est général un peu toutes les langues, le L apostrophe c'est pas ce que c'est. C'est aussi utilisé par les anglais, mais eux c'est de l'autre côté, c'est pour faire l'apostrophe S. Le lowercase filter, c'est pour passer en minuscule. D'ailleurs, oui, c'est ça, le lowercase filter. Ensuite, il y a le stop filter, qui va supprimer les mots de l'antidictionnaire. Donc, c'est quoi un antidictionnaire? On a vu qu'il y avait, il y a des mots qui sont valides, le, là. Donc, vous n'allez jamais les chercher, ou sinon, ou alors si vous êtes sur un champ à part et vous n'utilisez pas French Analyzer. Donc, vous n'allez jamais les chercher parce que, en fait, vous les trouvez partout, donc ils n'ont aucun intérêt. Donc en fait, ils vont être supprimés. Alors l'avantage, c'est que dans la requête, si vous pouvez les taper, ils sont supprimés, ils ne sont pas pris en compte. Quand vous indexez, ils sont oubliés. Et voilà, donc il y a une liste de mots français communs qui sont supprimés par défaut, qui sont déjà pris en compte. On peut paramétrer le French Analyzer pour lui changer la liste si on veut. La liste de départ, elle est bonne. Vous pouvez les changer, c'est surtout si vous avez des besoins métiers particuliers, parce que typiquement, nous, par exemple, on pourrait... Alors, quoique chez nous, même Java, ça resterait quand même pertinent, mais on pourrait avoir des domaines où un mot est tellement utilisé qu'en fait, il n'a plus de sens et qu'on va vouloir en retirer aussi. Il faut voir qu'un mot qui est beaucoup utilisé, il a une liste de posting qui est monstrueuse, et il influe sur les perfs aussi. Ça sert pas que à... Enfin, ça sert au bruit et aux perfs. Voilà. Et après, on a le French Light Steamer, qui est en fait le lématiseur qui aussi supprime les accents. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le fil qui s'appelle ASCII Folding, qui supprime les accents, en fait, qui ramène vers les caractères ASCII. Là, il n'y en a pas. Et en fait, c'est le lématiseur qui va le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'au lématiseur, on a besoin des accents. Typiquement, le stop filter, il va supprimer le A avec accent. Il ne va pas supprimer le A sans accent. Pourquoi? Parce que c'est un verbe. Ah, si c'est le verbe avoir, c'est un mot qui est important. Par contre, si c'est le A avec accent, c'est juste une particule, on peut s'en passer. Donc les accents comptent. Voilà, et donc c'est le steamer qui va le faire. Donc voilà, donc si vous avez des problèmes avec l'indexation, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dessus.
Voilà, et on va terminer en fait c'est par un petit exemple qui est là pour vous montrer que vraiment l'analyseur c'est important pour le résultat de recherche. Alors là on va aller sur un cas extrême, mais en fait c'est un cas qui est assez pratique. Donc je suis plus sur un champ de texte français, je suis sur des champs autres. Et je vais jouer en fait sur la définition de l'analyseur pour vraiment changer la fonction de recherche. On va aller loin. Donc, on a une hiérarchie, par exemple. Alors, on a une entreprise qui est hiérarchisée, ça arrive, qui a eu un index en fait, où il va stocker toutes ces normes. Donc, les normes, c'est des documents qu'ils produisent et qui contiennent des règles, des processus. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les documents sont produits à tous les niveaux de la hiérarchie et ils s'appliquent à tous les niveaux inférieurs, et y compris celui qui l'a défini. Donc, typiquement, on va avoir un exemple, mais bon, si j'ai une entreprise, j'ai une DSI, la DSI fait des documents qui sont les normes internes à la DSI. Elle fait pas les documents groupe. Par contre, le groupe fait des documents qui s'appliquent à la DSI. Et les études, par exemple, qui sont dans la DSI, elles se font leurs propres documents qui s'appliquent à elles et sont contraintes par les documents de la DSI. Voilà, ça c'est la logique. Et on va vouloir poser 3 questions. C'est déjà, quelles sont les normes définies par un service donné. Donc j'ai fait un exemple d'arme, c'est l'exemple de données qu'on va avoir tout à l'heure. Ça concrétise un peu. Donc là, dans cet exemple, je me vois au niveau DSI, puis c'est quoi les normes qu'on a produites, nous? L'autre question, ça va être quelles sont les normes qui sont définies par la DSI dans son ensemble, c'est-à-dire en fait, que je suis le responsable de la DSI, il y a son patron qui fait lui demander quelles sont toutes les normes que vous avez produites. Produit, ça va être lui, mais c'est aussi ce sous-service, parce que il est responsable de tout le monde. En gros, typiquement, si on faisait de la gestion de droit, par exemple, c'est quels sont les documents auxquels j'ai accès. Souvent, ça sera comme ça. Et après, on a une autre question, ça va être quelles sont les normes qui s'appliquent à moi. C'est en gros quelles sont les normes que j'ai définies et qui ont été définies par les niveaux supérieurs, mais pas par mes niveaux inférieurs. Donc vous voyez, on veut un coup les documents en dessous, les documents au-dessus ou les documents à mon niveau. Alors la façon d'y répondre, ça va être jouer en fait avec l'analyse. L'idée, ça va être ma hiérarchie, je vais la normaliser. Et je vais mettre un chemin qui va être comme sur un système de fichiers, enfin pareil. Donc je vais avoir les mots qui sont séparés par des slash. Et donc typiquement la DSI, ça va être DG DSI. Et puis les études, ça va être DG/DSI/études. Voilà. Si je prends un analyseur par défaut, il va me couper DG, il va me couper DSI, il va chercher, dès qu'il y a DSI, il va dire ok, celui-là il est peut-être bien, machin et tout, hop. Et je vais retrouver un peu n'importe quoi. Donc en fait là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire en fait je veux que ce soit exact. Je vais supprimer carrément l'analyse. Donc je vais dire quand j'indexe, quand je fais mon mapping, je vais dire je veux pas d'analyse. Paf. J'aurai le mot tel quel. Ou alors je vous avais parlé de keyword tout à l'heure, je vais prendre keyword puis je vais forcer lowercase uppercase juste pour des questions de convenance. Par exemple, si les gens devaient saisir le truc, ça peut éviter des problèmes. S'ils n'ont rien à saisir, des codes, ça arrive beaucoup en entreprise, surtout des codes de service, c'est un truc qui tape souvent. On peut être surpris des fois. S'ils ont juste à les sélectionner ou pas, je ne vais pas m'embêter, je ne vais pas me prendre le coup de l'analyse, je vais faire ça. Et donc il trouvera exactement. Si je veux trouver tout ce qui est en dessous, en fait à l'indexation, je vais utiliser l'analyseur avec un type keyword. Alors pourquoi j'ai utilisé keyword? Keyword il va garder le truc en identique, mais par contre j'ai une analyse, c'est intéressant. Puisque l'analyse c'est dans les deux cas où c'est pas. Donc en fait je l'ai juste désactivé pour l'indexation. Par contre à la recherche, je vais changer mon analyseur, je vais utiliser un pass hiérarchie. Et je me demande si j'ai pas inversé mes trucs. Et il va découper mon DG DSI études en DG DG DSI et DG DSI études. Et quand il va rechercher, en fait, il va chercher tous les documents qui ont DG DSI et en fait il va retrouver celui-là. Attendez, ouais, c'est bon ça.
Et pour savoir, par exemple, ceux qui s'appliquent aux études, et ouais, voilà, c'est... Ouais, je sais pas, j'ai un problème avec le transparent. Pardon. Ensuite. Que je le fasse pas à l'envers. Tac, tac, tac. Oui, c'est ça. En fait, je le fais, voilà. Donc, pour le truc, je fais dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire que je vais découper à l'indexation et je vais retrouver, je vais chercher l'identique et je vais trouver tous ceux qui s'appliquent. En fait, ils sont inversés. Je suis désolé. Ça, c'est la question première. C'est ceux qui on va commencer par découper avec le pass hiérarchie et quand on va chercher avec le mot exact, en fait, on va trouver tous ceux qui sont faits où j'apparais, en fait. Où j'apparais. J'ai inversé mes transparents. Et en fait, après, pour le cas inverse, c'est au moment de la recherche que je vais découper et je vais, à l'indexation, je vais garder à l'identique. Ça me paraissait bizarre, effectivement. Voilà. C'est pas forcément hyper clair, donc on va le faire avec un exemple. Et puis on va terminer avec ça. Donc c'est l'occasion de vous montrer, je sais pas si vous... Alors, il est un petit peu trop gros. Alors ça, je vous présente Marvel, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un plugin qui est fourni par elasticsearch.com, qui est un plugin payant, gratuit pour les devs, et qui permet de surveiller votre cluster. Donc là, j'ai qu'un nœud, donc il n'y a pas grand-chose, on voit des courbes. Pour voir la base, pour ceux qui connaissent Kibana, ils ont repris Kibana. De toute façon, Kibana, maintenant, c'est chez eux aussi. Donc, ils ont repris la logique de Kibana, mais ils l'ont vraiment adapté pour le cluster. Le cluster est Yellow à cause d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, comme eux... Yellow, ça veut dire qu'il n'a pas tous ces réplicas. Moi, mon index, j'ai pas mis de réplica parce que je n'en avais pas besoin et je sais que j'ai qu'un nœud, mais eux, ils en ont au moins deux. Donc, enfin, je veux dire, Marvel me crée des index, il s'appuie dessus et il me le met en mode Yellow. Ça sert à rien si on n'a qu'un seul nœud, en fait. Enfin, ou on sera en mode Yellow plutôt. Alors, un truc sympa, c'est que j'ai une console. Alors, ça va être en petit, mais je vais mettre un peu plus gros. Oups. Alors, voilà, on va voir en gros. En fait, j'ai une console qui va me permettre de requêter directement dans Elasticsearch. De façon, en fait, c'est mon curl en fait, mais il est juste écrit en un tout petit peu plus léger. Donc, je peux supprimer mon index. Je vais pouvoir en créer un. Donc on va regarder un peu le détail de création. Bon, j'ai mis qu'un shard et qu'un réplica, ça ne nous intéresse pas. Et ce qui est intéressant, c'est l'analyse. Donc l'analyse, en fait, là, ce que j'ai défini, c'est un pass analyzer, celui dont je vous ai parlé, qui va découper, en fait, qui va utiliser le tokenizer pass hiérarchie. Donc dans cet analyseur-là, je n'ai pas besoin d'autre chose, donc j'ai mis que ça. Je ne me suis pas occupé de la sensibilité à la casse ou des choses comme ça. On est sur du mot-clé, enfin sur du mot-clé maîtrisé, on n'a pas besoin de faire des finesses. Donc là, je l'ai défini. Et le keyword, je vais l'utiliser tel quel parce que le nom, il est connu. Donc vous dites que vous voulez utiliser l'analyseur keyword, il le connaît. Pass hiérarchie, il n'y a pas d'analyseur connu. Donc il faut préciser, faut créer ici, avec le tokenizer et puis l'analyseur. Et ensuite, je vais avoir des documents. Donc bon, ils ont un libellé. Et puis, ils ont... D'ailleurs, je l'ai appelé titre plus bas, donc je vais l'appeler titre. Et puis, voilà, c'est une chaîne. Avec l'analyseur par défaut, je ne vais pas préciser, donc ça sera du qui marche à peu près bien, mais pas si bien que ça. Mais pour notre propos, ça ne nous intéresse pas. J'aurais pu mettre le French s'il fallait. Et je vais avoir un champ service qui est de type chaîne, qui n'est pas analysé et qui va être copié en fait dans deux autres champs. Le copie tout, ça c'est un truc sympa. C'est que ça dit, quand vous allez dans ce champ-là, tu copies aussi dans l'autre. Et je vais avoir un champ périmètre, voilà, et un champ héritage. Donc qui vont, l'un, l'index analyzer qui est le pass analyzer, l'autre, le search analyzer qui est le keyword, et l'autre c'est inversé ensuite dans l'héritage.
Donc en gros, ça c'est celui qui sert pour rechercher ce dont j'hérite, et celui-là c'est le périmètre complet de mon entreprise. Donc je vais l'exécuter. Donc là j'ai créé à droite, ça se voit à peine, mais c'est acknowledgement true. Et ensuite j'ai quelques données, donc je retrouve un peu ma hiérarchie, j'ai mis un document de chaque avec un titre à la noix. Donc je vais les créer. Voilà. Donc vous voyez, j'ai qu'un champ service, hein. L'autre, la copie a fait que j'ai pas besoin de dupliquer mon champ dans mon source. Mon source, il est inchangé, mais je peux me créer des champs qui sont des... Et je peux avoir plusieurs champs qui copient vers un même. Donc je peux avoir un champ, par exemple, qui en groupe un certain nombre, pour pouvoir rechercher dessus, pour pouvoir... En fait, ça va vous permettre de faire une recherche sur tous ces champs-là. Là, je m'en suis servi uniquement pour changer mon analyseur. Donc si je fais ma recherche... Ici, j'ai mis un size 0, donc il va me ramener aucun élément, mais il va me montrer que j'ai bien indexé 10 éléments, ce qui est bon. Ça va m'éviter d'avoir des erreurs. Et ensuite, je vais faire mes recherches. Donc, en fait, vous voyez, je fais la même recherche à chaque fois, mais avec presque la même valeur. La dernière, c'est juste pour avoir des résultats un peu plus visibles. Je change juste le champ sur lequel je fais. Donc, le champ, il a la même valeur. Il a juste l'analyse qui a changé. Et là, je trouve le document de la DSI. Ici, je trouve tous les documents qui font partie de la DSI, qui sont définis par des services de la DSI. Et ici, je vais retrouver les documents des études de la DSI et de la direction générale. Et donc, en fait, on voit que rien qu'avec ce travail d'analyse, j'ai changé la fonctionnalité même de ma recherche. Et ça, c'est le truc important. L'analyse en termes de développeurs, pour les développeurs, c'est là que vous avez à travailler. Après, vos ops, ils auront à travailler sur le cluster, la viabilité du cluster et tout ça. C'est tout un sujet très intéressant, on pourra faire un autre IP-Event rien que là-dessus. Là, l'idée, c'était de voir les principes. Donc, vous avez les notions maintenant, enfin, j'espère. Le but, c'est pas de retenir les formules, mais les cases. Pour avoir les notions, c'est de savoir que qu'est-ce qui influence, en fait. C'est ça qui est important. Pas connaître la formule par cœur, ça sert à rien. Savoir que vous avez un peu la main dessus et savoir que, en fait, la qualité de votre analyse de la qualité de l'analyse va changer la qualité de votre résultat. Là, je suis dans un cas extrême. Hein. On va avoir souvent dans les travaux, il va y avoir des cas un peu extrêmes comme ça qui sont guidants sur certains champs. Et après, il va y avoir énormément de qualifs de comment je découpe et ça, quel est le code métier, comment les gens l'utilisent. Est-ce que, typiquement, il y avait un letter filter, ça peut avoir du sens dans certains codes ou pas. Enfin, voilà. Il faut choisir le même. En fait, il faut savoir faire sa course dans la liste assez exhaustive qui s'augmente, qui grandit tous les jours. Et puis savoir les composer et comprendre que voilà, en fait, si on peut changer l'analyseur à la recherche et à l'indexation, ça sert. Ça paraît bizarre au début. Pourquoi on change, hein. Première fois, je me suis posé la question, hein, puis j'ai fini par comprendre. C'est avec ça que j'ai compris. Parce que les systèmes d'archives, les hiérarchies, il y en a 3 hiérarchies. Et il y en a des très très compliqués, qui ne sont pas vraiment des hiérarchies. Enfin, c'est plus des hiérarchies. Voilà. Voilà, ça c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions ou autres, je vous remercie en tout cas de votre écoute et j'espère que ça vous aura intéressé. Une question, c'est sur le fonctionnement des nested. Oui. Tu as parlé des nested au début. Ouais. Enfin, on s'est passé vite fait dessus, mais est-ce Oui. qu'on peut en savoir un petit peu plus ou ça fait partie de la mécanique interne? Alors, exactement comment c'est fait, je ne sais pas parfaitement, je ne suis pas rentré dans tout le code de tout. Enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait derrière, il y avait un index en fait, qui est caché, qui sert à porter le nested lui-même. Et par contre, ce qui est clair, c'est que quand tu vas faire ta recherche, si tu fais ta recherche en fait avec comme tu ferais d'habitude, ça va te ramener aucun résultat. Parce qu'en fait, il ne va pas le trouver le champ. Et ce qu'il va falloir, au moment de la recherche, tu vas lui dire « je fais une recherche dans un nested ».
voilà le chemin à partir duquel il est, et je veux ces champs-là à l'intérieur. Et après, tu vas faire une vraie query comme tu fais, mais une sous-query en fait, qui est pour le nested. Donc en fait, ça va être transparent à l'indexation, le fait qu'il y a un sous-index, mais ça ne va pas l'être à la requête. Et il y a une requête exprès pour ça, qui s'appelle une query exprès pour ça, et peut-être un filtre aussi, qui s'appelle le nested, et qui sert à passer dans le nested. Donc c'est un impact en ce sens-là. Ouais. C'est spécifique à Elasticsearch, ce nested? Oui. Oui, parce que Lucene, il n'a pas ces notions-là. Lui, il a une liste de clés-valeurs. Et c'est la seule truc par rapport à un clé-valeur, c'est que tu peux avoir plusieurs fois la même clé. Jérôme, question bateau, mais par rapport à Solar justement, Oui. qu'est-ce qui différencie Alors, moi, je vais te dire, quand on l'a choisi, quand on avait choisi, en fait, il y a eu un petit concours entre les deux. Il y avait la direction technique qui avait une solution à base de Solar, machin, qui était compliquée, embarquée dans un framework propriétaire, enfin une catastrophe. Et puis, en attendant qu'il fasse quelque chose pour qu'on ait une solution, on a essayé Elasticsearch. Et donc, nous, on avait un produit qui fonctionnait complètement en ayant intégré Elasticsearch au moment où ils sont revenus nous voir en disant « Tiens, on a un début de truc, est-ce que vous voulez voir ?» Donc, finalement, ça a été embarqué. C'est un des cas où j'ai pu comprendre que effectivement de demander pardon c'était mieux que demander la permission, parce que ça m'a valu un savon, et puis derrière ils m'ont dit que j'avais eu raison, mais plus quelques mois après. Bon, c'est des trucs, enfin on l'avait pas fait non plus de façon on a été prêt à débrancher ce qu'on avait fait et reprendre. Mais c'est plus facile à mettre en œuvre. Moi, en fait, beaucoup de gens râlent contre la documentation d'Elasticsearch, mais je pense qu'ils ne sont pas allés trop voir celle de Solar, parce que moi je la comprends pas. J'y arrive pas, Solar, j'ai rien compris comment ça marche. Je trouve que c'est compliqué. J'ai peut-être tort, hein, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Donc la doc, en plus, la clusterisation, c'est super facile, Elasticsearch. Et Solar, en fait, à l'époque, alors maintenant ils ont fait des progrès, ils ont sorti la version 4 qui permet des tas de choses. À l'époque, la clusterisation, c'était maître-esclave. Donc tu pouvais faire de la réplication, mais tu n'avais pas de sharding. Et là, on avait le machin qui arrivait, il faisait les deux, puis tu démarres, ça marche. Après, il y a des problèmes éventuellement enfin, il faut faire attention après avec son réseau et autres. Il faut faire attention que le cluster, ça se construit comme ça. Hein. Là, j'ai un Elasticsearch qui tourne, ici. Si je refais un autre... si je lui mets attendez, je vais faire là, c'est parce que je veux pas qu'il utilise en fait l'endroit où il stocke les données par défaut. J'en démarre un deuxième. Normalement. Oups. Bon, forcément c'est la fois où ça n'a pas marché. Normalement ils auraient dû s'associer. Toc, 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 toc. Bon, bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il va me dire, Marvel? Ouais, non, bon, ça n'a pas marché, mais quand on fait quand on les prépare, on les démarre, ça s'associe. J'ai plus vu des gens qui disaient « Ouais, je me suis connecté avec mon serveur de recettes. » parce que par défaut, il utilise du multicast, et ce qui est possible, c'est ça. Ouais, non, bon, bref. Par défaut, il utilise du multicast pour trouver les copains, et puis avec un TL de 3, donc en plus, il saute un peu les... Enfin, il est censé, je sais pas trop, je vais pas mesurer ça, mais en gros, si tout ce qui est sur le réseau local, il va le trouver, quoi. Si c'est paramétré, en fait, vous avez un réglage dans la conf d'Elasticsearch.
vous avez un réglage c'est Elasticsearch, config. Ici, en fait, tu as le cluster name. Je sais pas si ça se voit bien ici, là. Tu as le cluster name. Et en fait, par défaut, c'est Elasticsearch. Donc si tu changes le cluster name, il va pas s'associer, enfin, et que tu lui mets un nom qui est unique, il va s'associer qu'avec ceux qui ont ce nom-là. Alors c'est de la protection gentille, c'est plus pour pas associer des clusters que tu veux que pour te protéger d'un autre. Hein, mais ça permet ça. Donc quand vous voulez tester sur votre poste un Elasticsearch, allez modifier ça. Sinon vous allez vous faire des copains. Surtout, il y a une commande qui est vachement sympa. Vous faites un curl delete slash et vous videz votre cluster. La commande delete, c'est la commande pour faire de la suppression. C'est fait, vous mettez le chemin d'un document, donc index type ID, bah, vous supprimez le document. Vous faites index type, vous allez supprimer le type, bon c'est pas terrible. Vous faites slash index, bah, vous allez supprimer l'index, et puis vous faites slash, vous supprimez tout l'index. Et puis il y a aussi un qui est vachement sympa, j'espère qu'il va marcher celui-là. Si vous faites donc je crois que c'est un post donc c'est sur localhost là vous avez éteint votre cluster. Voilà, mon cluster est éteint et puis Marvel il va gueuler parce qu'il va me dire qu'il ne le trouve pas au bout d'un certain temps. Voilà, ça y est en panne. Donc si vous le faites comme ça et que vous êtes associé avec les copains, ils vont en paume. Bon, c'est pas forcément grave si c'est des instances pour jouer, mais ça peut devenir un petit peu moins drôle quand c'est si vous les mettez au fond. Donc après vous pouvez changer ces réglages par défaut, ça va être le travail d'Ops le multicast, soit de le maîtriser, soit de le retirer et de faire un autre mode de découverte. Typiquement, si vous voulez tester une instance sur un cloud, lisez la doc avant. Démarrez pas juste le truc parce que vous savez pas ce qu'il y a sur le réseau local. Par exemple, Azure, parce que j'étais chez eux il y a quelques heures pour leur présenter Elasticsearch. Il y a un plugin Azure, par exemple. Il y a un plugin pour Google App Engine. Il y a un plugin pour Amazon. C'était le premier d'ailleurs. Donc, si vous déployez sur ces instances-là, prenez ces plugins-là. Donc, prenez la doc et puis installez-les. Ça va vous permettre d'avoir la gestion un peu automatique de découverte, tout en restant sécurisé par le fait que ce sera vos instances qui vont se connecter entre elles et pas les instances des autres. C'est quand même mieux. Voilà. D'autres questions? Non. Sinon, bah merci. Oui. C'est à propos de la séparation des documents par shard. Et ma question c'était est-ce qu'on peut choisir dans quel shard on tel index? Alors tu choisis pas dans quel shard tu veux, mais tu peux dire, tu as des options de routing où tu vas dire je veux que tu sois routé par rapport à tel champ. Donc c'est une façon de le faire. C'est-à-dire si un champ, enfin deux documents ont ce champ-là qui ont la même valeur, ils sont dans le même shard. Et alors ça va être intéressant dans certains cas avancés en fait. En général, c'est pas très intéressant parce que à l'index, en fait, il utilise ça pour la mise à jour et pour l'indexation, pour savoir où il le met. Mais par contre, quand il recherche, c'est forcément massif, parce que on fait pas de recherche par les clés de sharding. On fait des recherches, boum. Donc si vous faites un get avec l'ID, oui, il va aller chercher dans le bon shard. Mais là, on n'est pas dans le moteur de recherche, on est dans le function CRUD. Si vous faites que ça, c'est que vous voulez pas Elasticsearch, vous voulez un truc clé valeur. Pour faire la recherche, il est obligé de le faire sur tous les nœuds. Par contre, enfin sur tous les shards, au moins sur une copie de chaque shard, sur un des réplicas de chaque shard. Par contre, là où ça va être intéressant, dans certains types d'index qu'on fait un peu du multitenant en fait d'une certaine façon, où on va vouloir que tous les documents d'une personne soient à un endroit. Et si au moment de la recherche, on est capable de dire je sais que c'est sur ce routing-là, on va pouvoir lui dire.
typiquement, on va dire je route sur tel utilisateur, et puis quand on fait la requête, on va dire je route sur l'utilisateur, c'est ça. Et ça permet de ça. Et ça, comme en général, quand on a ces usages-là, c'est pratique, on va créer un alias. Bon, j'en ai pas parlé, c'est des fonctionnalités d'Elasticsearch. En fait, un alias, c'est un alias sur un ou des index. En fait, ça permet d'avoir une sorte de pré-filtre. Et on va l'utiliser comme si c'était un index. Et sauf qu'en fait, il va aller chercher dans d'autres index, enfin dans des index, un ou plusieurs. Et en changeant l'alias, on va pouvoir changer en fait la plage de recherche éventuellement. Ça sert typiquement si vous avez une application qui fait du time log. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Elasticsearch pour stocker du log. Et du log, c'est typiquement un truc qui a une date. On en a plein, et puis au bout d'un moment, on veut les vider. Et on veut les vider par bloc et machin et tout ça. Et puis on est intéressé généralement pour rechercher plutôt les derniers, et puis éventuellement des machins. On va pouvoir faire un alias, par exemple, qui va être le mois dernier, les 3 derniers mois, des choses comme ça. On va créer un index sur une granularité qu'on va définir, par exemple, en fonction de la quantité. Hein. On va dire, j'ai un index, tous les mois je fais un nouvel index, j'indexe dans cet index-là, et quand je fais ma requête sur l'alias, ça va chercher sur les 3 derniers mois, par exemple. Et quand je supprimerai un index complet. Parce que dans Lucene, en fait, supprimer, c'est très coûteux. Parce que la structure est telle qu'elle est non modifiable, donc en fait, il garde juste un endroit, une clé où il dit celui-là, il est supprimé, et quand il fait la recherche, il vire ceux qui sont supprimés. Et de temps en temps, quand je disais il fait des merges de segments, à ce moment-là, il en profite pour vider ceux qui n'ont plus lieu d'être. C'est pour ça que parfois, en rajoutant des données, en fait, vous diminuez l'espace disque. Parce que vous avez fait un merge. Mais voilà, donc si vous avez faire un delete massif, c'est mieux de deleter carrément un index, parce que ça, c'est simple, c'est ce fichier-là, ce fichier-là, ce fichier-là, boum. Et ça, c'est supprimer 10 fichiers, c'est beaucoup plus rapide que supprimer des tas de données à l'intérieur. Donc en fait, ils font comme ça généralement, et puis pour que la recherche ce soit simple, on met un alias. Et dans un alias, on peut mettre un filtre qui va s'appliquer, et éventuellement on peut mettre des clés de routage, comme ça. Et les suppressions des documents, ça se fait de façon automatique, c'est pas... Il n'y a rien d'automatique. Alors, non, la suppression, c'est à la demande. C'est comme une base, tu supprimes un document quand tu veux. Si tu veux supprimer un index, quand tu fais, c'est une commande, tu fais une commande pour supprimer. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a une fonction de TTL. C'est-à-dire que quand tu indexes, tu peux dire celui-là évite tant de temps. Et là, à ce moment-là, il y a une suppression automatique, oui. Mais c'est une fonction avancée, c'est pas par défaut. Si ma source de données, c'est pas un document texte, je sais pas, une base de données relationnelle ou un truc comme ça, il vaut mieux que j'utilise Lucene ou alors il y a des plugins pour Elasticsearch pour les bases de données? Pour une base de données, alors après ça dépend de ce que tu auras à faire, parce que je dirais tous ces éléments-là, c'est de la recherche documentaire. Ce que je vous ai expliqué au début, le but, c'est vraiment de chercher des documents. Donc après, en fonction des besoins, on va créer des index et on va indexer dedans, et on peut très bien utiliser une requête pour indexer. Alors il y a plusieurs outils, hein. Moi ce que je préfère, c'est faire à la main. Personnellement, on maîtrise ce qu'on fait, souvent on peut faire des mises à jour, on écrit dans notre base, puis après on écrit dans l'index. Il y a un mécanisme de rivière qui est pas officiellement déprécié, mais quand on discute avec les bonnes personnes, on comprend qu'il vaut mieux pas trop l'utiliser, qui est assez limité en plus, et puis par exemple la rivière SQL, il y a une rivière où on lui dit c'est telle table, tu prends telle requête, il va faire telle requête, il va indexer régulièrement. Le problème c'est en fait il ne s'est pas supprimé. Donc quand on supprime dans la base, ça reste en recherche. Alors que quand on maîtrise soi-même, on a ça. Après, il y a un ETL qui s'appelle Logstash. Alors, à la base, comme son nom l'indique, il était fait pour faire du log. Il l'est toujours, mais il va devenir de plus en plus un ETL pour alimenter Elasticsearch. Alors, ça sera plus intéressant parce que déjà, on a plus la main sur le flow et sur ce qu'on fait sur les pré-traitements. J'en ai pas parlé du tout, mais avec le travail d'analyse, il y a aussi le travail de pré-traitement. C'est-à-dire souvent, la réponse, c'est pas dans Elasticsearch qu'on la trouve. On peut la trouver, hein, mais parfois, ça peut être en modifiant la façon dont on prépare le document, on va pouvoir mieux obtenir ce qu'on veut. Et typiquement, quand on a une base SQL, en fait, on va avoir un index, donc on va devoir agréger des données avec une requête pour les stocker. Puis après, si on a un autre type d'objet qu'on va vouloir chercher, il faudra faire un deuxième index et il ne faudra surtout pas chercher à faire du relationnel. Si vos requêtes elles sont relationnelles, le mieux c'est d'utiliser une base SQL. Bon, je crois qu'il y a un but. C'est justement à propos des nœuds. Et là on n'en a pas beaucoup parlé, mais la question c'est
c'est à quel moment est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il faut rajouter des nœuds ou pas, et combien de nœuds on peut avoir besoin? Quand ça rame. Non, c'est très dur. Il n'y a pas de bonne réponse parce que ça dépendra vraiment de tes données. Et ça va dépendre de plein de choses. C'est-à-dire que typiquement, tu as des gens qui mettent du log au kilomètre, ça ne va pas être les mêmes limites que ceux qui mettent des documents qui font 40 champs. Moi, en archive, c'était des documents qui étaient très gros. Ils avaient 40 champs, c'était les petits. Et puis, il y a des gens qui en mettent 80 quoi, pour décrire un document. Et puis, forcément, c'est paramétrable, donc il faut en mettre encore. Bon, bref. Et c'est pas du tout les mêmes limites en fait qu'on a. Quand tu as un gros document avec plein de trucs, tu vas être beaucoup plus lent forcément que quand on a un petit. Donc tu vas pas avoir les mêmes ressources machines. Et puis ça va dépendre de ton nombre d'utilisateurs. Si tu as beaucoup d'utilisateurs, si tu as peu d'utilisateurs. On va être typiquement dans des cas, on va avoir des usages où tu as des données qui sont pas si grosses que ça finalement, mais tu as plein de gens qui veulent ISTD en même temps. Tu as des bases de taille moyenne. Bon, les bases de e-commerce, ça peut être des bases assez grosses déjà. Mais ça se compte en millions d'items en général. Bon, après, il y en a peut-être quelques-uns qui vont être encore plus gros. Et puis à côté de ça, tu vas voir l'archive, c'est 10 utilisateurs, mais par contre, c'est 24 millions de documents. Et puis les documents, c'est 80 champs, dont certains, ils s'amusent à taper au kilomètre. Dans les normes d'archivage, le champ, ils ont un XML qui sert à décrire des personnes, par exemple, parce que ça fait partie des producteurs. Un des travaux, c'est de décrire les documents, mais c'est aussi de décrire les gens qui produisent les documents. Dans cette norme-là, un champ date, c'est un truc qu'on tape au kilomètre. C'est pas jour, mois, année, mais ça peut être sous le règne de Louis XIV au début, par un matin blême. Enfin, c'est un champ date valable. Alors après, il faut le traiter. Voilà, donc ça va dépendre vraiment de ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règle absolue. Je dirais la règle absolue, c'est prévoyez du budget, mais ne l'achetez pas tout de suite. Et puis faites un premier jeu sur un essai, et puis montez progressivement. Au début, il n'y a pas. Peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, on aura suffisamment de recul pour avoir des ABAC. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'ABAC. Clairement, il n'y a pas. Il va peut-être commencer à y en avoir pour les logs parce qu'il y a beaucoup de gens qui en font. Mais pour les documents autres, c'est difficile. Moi, je ne peux pas y répondre. Je vais plus répondre par une démarche. Commencez petit et prévoyez de rajouter du matériel. Alors, c'est vrai que quand on est sur du marché public, c'est plus dur. Mais voilà. Bon, je crois qu'il y a un buffet si vous le souhaitez. Voilà. Et je vous remercie de votre présence. Merci.